Bonjour à tous, bonjour à toutes. Hello to everybody. Aujourd'hui, ça va être vraiment un show bilingue, Patrick Auguste Reçoit. En fait, c'est la version anglaise, Patrick is hosting en ce vendredi 12 mars. Everybody, donc we're going to have a bilingual show today. That be Patrick is hosting show. Happy to be with you. And we're going to speak about an organization who is doing a wonderful job. You're going to see what it is about. And I have two guests to speak about it. And the first part of the show will be essentially in English, and the second part of the show will be in French. Donc, amis téléspectateurs, téléspectatrices, aujourd'hui, on va parler d'une organisation, Développement et Paix, qui fait un travail extraordinaire. Et on donne la priorité à nos amis anglophones aujourd'hui. Donc, ce sera la première partie du show sera en anglais, essentiellement. Et la deuxième moitié du show sera donc en français cette fois-ci. Donc, je les introduis tout de suite. Introduce you immediately. I have with me now Gabriel Dupuis, with the chair. How are you, Gabriel? Good. She's the chair of, you are the chair of the Development and Peace Council, Anglophone, English-speaking Council of Ottawa for Development and Peace. Now to be with you for the next hour. Mm-hmm. Happy to be here. Yes. Thank you. And we have also Louise Plouffe. Louise Plouffe, how are you, Louise? Hi, fine, thanks. Hi, Patrick. Hi, Gabriel. Hi, everyone. Right. Thank you. Louise Plouffe, you are the chair of the Development and Peace Council for Gatineau. And yes, we're going to speak about this organization. And recently we had Richard Udashama, who is the animator for Development and Peace in the area here. And we had a wonderful time with him. And it was a request from the auditors to have another speaking about development and peace. And now we're going to focus first in our English-speaking friends. And that will be the first part of the show. Okay, let's go. It's a wonderful day in Ottawa today. I was outside, wonderful, warmer. And I'm very happy to have you in that moment here. Let's start with Gabriel. Gabriel, okay, in a few words, tell me about development and peace. The mission, the vision, how you understand your role. Let's go. Gabriel first. Oh, just in a few words. So development and peace, I call it an international solidarity organization. It is a Catholic organization that was started about 50 years, a little bit more than 50 years ago. And it works in the global south on different themes like civic engagements, rights of women, equality rights, and management of natural resources and social ecological justice, kind of all these elements. But we work in the global south through a partnership approach. So we work with organizations that are on the ground in these countries, and we support the projects that they bring forward, and we try to also work along them and help strengthen the projects, but really starting from the people who are closest to the issues are the best one that can respond to the issue itself. And in Canada, we do a lot of education and awareness. And so as I'm the chair of the committee, but really I'm a volunteer member. And so I see my role as just really working on that education aspect of bringing awareness to these issues, to sharing the work of our partners, and also always remembering the privilege and the space that we occupy as Canadians, and how we can be a force for good and not take for granted all the things we have as Canadians, and use the power or little power influence we can have to try to bring about a more just world. So that's how I see, my role as a member. And then here in Ottawa, I just kind of help guide and support the members who are doing work, and mostly they work in parishes, or there's also young adults in universities or different areas, and just support them and try to make sure they have the tools that they need and the information they need to be able to
to do these education campaign and to share the work that we're doing with their members. Thank you very much, Gabrielle. What about you, Louise, about your role in Gatineau? How do you see your role in development and peace? Well, in Gatineau, we have a council of volunteers in the diocese, and we lead the efforts to have education campaigns. So every fall, there's a campaign to make our parishioners and the general public aware of the issues, particular issues at one time. For example, this in the fall, the issue was about reestablishing our economies, reestablishing our societies, but in a just way, recognizing that countries in developing countries have been experiencing the pandemic and its consequences in a far worse way than Canada has, and that we have an obligation to support the global South in recovering from the pandemic, as well as Canada, because if there's the pandemic anywhere in the world, no one is safe on that principle. So we provide information about the issues, about the populations affected, and we also make people aware about the legal actions and the political actions, the policy actions that can be undertaken by the Canadian government. So we also lobby our members of parliament and the Canadian Parliament about the policy actions that can be taken. For example, by increasing the budget of international aid for recovery from the pandemic, or for access to vaccines, and we're going to pound on that nail soon, that Canada should not draw from COVAX and should ensure that there's equitable and distribution of the excess vaccines that Canada has bought for countries in development. So besides the education campaigns, we also, during Lent, have a funding campaign where we raise funds on the 5th Sunday of Lent that go to support development and peace's work with partners in the countries. The budget, the money that we raise in the Diocese of Gatineau, in all the parishes, as well as across Canada, is a significant source of funding for development and peace's work throughout the over 30 countries where development and peace is present. Thank you very much, Louise Plouffe. Going back to Gabrielle now. Gabrielle, there is an aspect I could tell a little bit specific to the organization, in the democratic aspect. And we see that the population in Canada really involved in the movement. It's not like there's a kind of bureaucracy, just a few employees just working. It looks like there's a wide movement with the involvement of the population. And can you tell us a little bit about that aspect? What is the importance of it? How it operates based on the population's side? Yeah. So I believe right now in active members, it's about 13,000 members across Canada. And members are involved at different levels, but especially through the diocesan council structure. So I'm a chair and Louise is also a chair. What happens is once a year, we have a regional assembly. And at those assembly, we get to bring resolutions forward. And so, and those get voted on, and they have to have majority support. And that is how we can kind of guide the organization or share our priorities as members about where we think the organization, what things they need to attend to, what attention, but also that involves in the governance and in the structure. And what we also have is currently we have elected national representatives who then make up the National Council, which is for us our board of governors, the people who really make, our treasurer, our president, the people who make those decisions. And so I know when I first got involved as a younger member, another aspect of it is that we have a youth kind of assembly as well. So the youth actually have quite a direct voice in the organization, and they also bring forward resolutions.
So there is regional kind of setup, but there's also the youth get to bring forward their own resolutions and bring them directly to the National Council, because on National Council there is also a youth representative that is there to represent them. And so I know for me as a young person getting involved in this, if you look at the majority of our members, the age does skew older. And so to have such a clear voice as a youth member was really encouraging, that this was a movement that I could feel like I could take fully part in, and that my voice could be heard, and that I could really contribute, because there is this democratic aspect that we're all involved in it and that we are responsible for it as well, which comes with some weight to it as well, that we have to kind of make sure that this continues to be an organization that reflects our values and where we think it's important for us to act. I don't know if that answers enough precisely, but yeah, there's a whole aspect of voting and resolutions, and the councils in all across Canada bring those forward, and they go all the way to the national, and then they come back to us to let us know how they've addressed them. Yeah. And I know that recently we had some webinars. It was about the partners in the South, and about the work that's been done under the ground. And can you tell us about that relation with, I would say, the members here and the population, and the one that benefit from the help? It looked like beyond, let's say, the material help, there's a kind of special relation about human being, about sharing the same concern. Can you tell, maybe I would say to Louise, can you tell us a little bit about that aspect? I'm not sure what you mean about, I mean, I can talk about the partners and the webinars, but sharing the concerns, I'm not sure quite what your angle is, Patrick. You would like that Gabrielle speak about that? Or? No. It's just that I'm not exactly sure. Well, okay, I'll start and then you. I was telling about the material help, and also I would say the human aspect of it, right? Sharing the same, I would say, worries, etc., and sharing the same values. I was telling about that. About the social aspect of the relation with the population living in the South. Okay, thanks. And I'll speak from the experience, my recent experience participating in the two webinars, one with Caritas Lebanon, and the other one with the development and peace in Haiti. In both cases, we spoke to the project officers, and we spoke to the leaders, the directors of the partner with whom development and peace works. And we could see that development and peace really supports ground-up work. In Caritas Lebanon, for example, following the explosion last summer, Caritas Lebanon used the money from development and peace to help provide emergency shelter, food, water, things that were and psychosocial aid, and it was done identifying with the people on the ground what their needs were, so that we could respond to their needs. And who delivered the aid? It was a lot of youth, a lot of volunteers who went door to door, house to house, shack to shack, whatever it was, to provide the aid needed. So there is direct contact and direct meeting of the immediate needs of the population, and not only the immediate aid, but also the reconstruction afterwards, so that it's not just an emergency relief; it's help to rebuild afterwards. With Haiti, we spoke with the Director General of Femmes Décidées, which is a major women's organization in Jacmel, and Femmes Décidées provides so many services that are important in for example, in justice for women, providing shelter, legal help, psychosocial help, and means of making a living for women who are victims of domestic violence in Haiti, providing women with training to raise and seeds
to cultivate small plots of land ecologically. That's a major concern, so that they can provide food for themselves and the village in an ecological way that doesn't deforestate the environment, because that's a very sensitive issue in IHC, deforestation, and also provides them with a livelihood. Another project is having women with a small cooperative that raises chickens and eggs and sells them on the local market, that provides fresh food and a need for living and dignity and support, as well as community radios, so to make people aware of their rights and the rights of women. Most recently, the women have rights and they should be protected, and it's not okay to abuse women. So many of the actions that development and peace supports are actions that promote dignity, self-sufficiency, the rights of individuals, democratic process, sustainable ecology. All of these issues and values that are dear to us, and even more so in Canada, exist in other countries as well. And development and peace stands alongside our partners in promoting this justice and education, and helping people lift themselves up to take care of their own destinies. I hope I answered your question. Yeah, that's sure. Gabrielle, tell us a little bit about the involvement of the youth. And it looked like there is the different, many generation involved. Tell us about how, I don't know, it worked together. And I think that's special also, that involvement of the youth, not only, let's say, yeah, tell us about that. Yeah, sure. I think there's different ways to get involved with DNP. Some people first hear about it in their parish, but I think for a lot of young adults, they actually first hear about it sometimes in university. There's university groups across Canada, often coming out of like the chaplaincy office of universities. There is also just some young collectives or different organizations. I think the education part, especially in universities, this is really a time where you're starting to know more about the world, know more about the things that are happening. And you want to, and DNP actually is able to offer, when you get involved with it, you start to really learn to see beyond the surface of issues as well. They invite you to have a good critical look at the injustices in the world, and not just offer an easy solution all the time, but really solutions that can be durable, that can really help. And so for me, that was something that I really wanted to do. I didn't want to just spend my time and energy on things that would just be an easy fix, but really try to work at structural issues. And that's one of the things for me. And so there's youth who get involved at different levels, but I know on the English side, we actually have a youth representative from across Canada, and we meet every 2 months we were doing video, phone call, Skype meetings before it was cool, before the pandemic, and meeting and just kind of updating each other with our projects, staying in touch, but also staying in touch about the bigger structure of what DNP is doing, so that we can stay motivated too, because it can feel isolating to do that work. And so yeah, we would get involved this way. And then there's also a lot in Ontario, because we have the Catholic schools, a lot of people get involved right in high school. And actually, I want to mention, currently, there is like over 500 youth and also older adults who are fasting. They're doing a 24-hour fast. They're fundraising, and it's pretty amazing that there's over 500 people. They're on Zoom. They're doing different activities that are awareness-basing, learning, praying, listening to partners. I know a partner was presenting to them this morning, reflecting on the work of DNP, and they're fasting while they're doing that. And they've asked their friends and families to give money to support them while they're doing this. So
it's pretty amazing. I joined them yesterday for a little part of it, and there was 500 youth on a video chat together. Is pretty powerful, and I think there's even more than that. They just have a limit on the Zoom, so some people are joining in other ways. But so there's a lot to do, and I think with the youth is the crave to learn more and then also the energy to want to do something about it. And so the NP kind of gives them a way to address some of those questions that they have and some of those worries they have about our world, especially with the environment, and to do it in a way that takes the lens of justice as well. I think for me, that's super important that we do things to help our environment, but also think about who is affected the most. And so yeah, those are some of the ways the youth are involved, and it's always energizing to see them get really into it and create activities or share the information they have. Thank you, Gabrielle. Louise Proof, we are now in development and peace in Shareland Campaign. That thing very, very it's a key moment in the year for the organization. Tell us about it. And we call for donation, and especially in the fifth Sundays of the Shareland. Tell us about it. Yes. How people can help, actually. Okay, the Shareland Campaign is the major fundraising campaign during the year in parishes, but now with COVID, it's online checks and so on. The theme of the campaign is all brothers, fratelli tutti, share love. It's inspired by the Pope's last encyclical, Fratelli Tutti, which is saying that all human beings are brothers, and we are duty bound as part of a human family to support one another, to have solidarity with one another. And that's the message of the campaign and we are asking people to make donations for development in people to support projects in the developing world that will help people recover from the pandemic and regain their lives. And it's the campaign. For people who go to church, there's the donations can be made on the fifth Sunday of Lent in every Catholic church in Ottawa, Gatineau, and just aside from that, donations can be made online by typing www.devp.org, and that will immediately take you to the site where you can donate. And we also encourage people to donate on a monthly basis. If you are committed to the issue, then it helps to make a monthly donation, a regular donation, that also helps development and peace have a regular budget, knowing how much money is coming in monthly, in addition to the money that is raised through the Shareland campaign. So I'm a monthly donor, and I also, another way is through the wills, to donate money through your personal will. And I have subscribed to that as well, so that when I die, hopefully not soon, but when I die, a certain amount of money will be automatically given to development and peace for their work. And that will be my legacy to development and peace when I die. So there are different ways of giving, and any way is welcome. So I invite all of our listeners, all of your viewers, who believe in social justice and in a way that supports people beside them in solidarity, not a handout, but a hand up. Mm-hmm. And that's the principle of development. Yeah. I just wanted to mention, if you currently, if you became a Share Year Round donor, which is what we call our monthly donor, your donation for every month would be matched, so doubled, for the year. And this is up to 100,000. And this is in thanks to religious communities and some individual donors who've created this matching fund
And so it's a really especially productive or effective time to become a share your round donor, because you get to give your amount, but also that amount will be doubled by this fund. So it is a really good time. And if you're already a share your round donor, you can also, if you call DNP directly, you can add to your monthly donation, and your additional amount will also be matched. So that's kind of, it's a project I'm quite excited about. So I just wanted to add that mention. Wonderful. Gabrielle, you have the microphone now. And tell us a little about the advocate aspect of it. Because development and peace, I guess, try to help to change the world in a kind of, to have a more like, I would say, a world where you have more, I would say, caring for people from one to another, and to seek like alternative in the way that the thing have been done, like in the industrial world, etc. Can you tell us a little bit about that advocate aspect? How it been done, about the relation with the, I would say, the government, etc. Can you tell us a little bit about that aspect? Yeah, sure. I'll do it to my best of my abilities. So one of the important aspects we do is advocacy, and that means talking to our elected officials. We also have staff who work on committees and who work with other organizations who work on similar issues. And one example that I can talk to that might be more useful to use an example is, we've been working for many years on helping countries or groups that we know who are living in other countries where there is mining projects that are in some way or another connected to Canada, because there is a lot of mining projects that are connected to Canada across the world. And what we were hearing from our partners was that they were not able often to use their own legal system in their countries to protect themselves from these big multinational companies. And so with time, we started advocating so that these communities could get justice, at least here in Canada, because they are Canadian companies, that they are, as Canadians, they should be responsible, and they are showing a bad example to the world. And so we started advocating for the creation of an ombudsman that would be able to investigate when there is breaking of law, or some accusation even of murder or things like that Canadian companies are doing in other countries, that they would be able in Canada to investigate and and sanction or create a system that would actually hold these companies accountable for their actions, not just in Canada but internationally. And we have been able to make some gains. There's been an announcement that there would be an ombudsman and all these things, but currently, as it is with the government, there's nobody named to that position. And the position still, the definition of what that role would look like is changing. It has not been defined in final ways, but this is something we've been working on. And there has been gains and movement, but it takes time and it takes perseverance. And so that's why I think an organization like DNP, who has members all across Canada, we can put pressure on the government to listen to particular issues that without people bringing it forward might not be the most pressing information in the news cycle, right? So we can bring an issue forward that our members want us to bring, our partners want us to bring forward. Okay. And so anyway, so we can really push for that using kind of the strength of our membership to advocacy and to meet with MPs, to lobby, to share the information with others. And so that's how we do the advocacy aspect. All right. Thank you, Gabrielle. Now we're going to have a short break. And as I said in the beginning of the show, when we come back, it will be all French. All right. See you in a few seconds. And BIA Media, c'est le temps de faire la pause. Et on se retrouve dans quelques instants.
Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Vous êtes bien connectés à Patrick Auguste Reçoit, mais ça, c'est le volet anglophone, on va dire, de ce show. Et quand même, ça, on s'arrange pour la deuxième demi-heure pour essayer le plus que possible d'avoir le français qui revient. Donc, aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, je reçois des membres de Développement et Paix. Cette organisation qui travaille, qui a été fondée au Canada, mais qui travaille vraiment pour aider les populations locales dans les pays de l'hémisphère sud, pratiquement. Et j'ai avec moi donc Louise Plouffe, qui est présidente du Conseil diocésain Développement et Paix de Gatineau, et également Gabrielle Dupuis, qui est présidente du Conseil diocésain d'Ottawa anglophone. Donc, nous sommes ensemble jusqu'à 1h de l'après-midi, comme chaque vendredi. Et donc, voilà, c'est un plaisir d'être avec vous, de partager ce temps de lunch. Moi, j'appelle ça comme un lunch virtuel que nous avons ensemble alors à ce moment de la journée. Bon, donc il se pourrait que, mesdames, que certains sujets reviennent, certaines questions reviennent en français cette fois. Alors, je vais commencer avec Louise. D'abord, avant de te poser la question, mesdames et messieurs, vous êtes vraiment invités à laisser des commentaires. Nous sommes en direct sur Facebook, sur YouTube, BIA Media. Donc, c'est un plaisir d'interagir avec vous. Si vous avez même envoyer des questions pour nos invités, je pense qu'ils vont se faire un plaisir de vous répondre. Donc, je vais commencer avec toi, Louise, cette fois-ci. Alors, Louise, dis-nous quelques mots. Juste, ça va être un rappel parce que là, il y a 2 semaines, on était avec Richard Oudachama et on a parlé quand même de développement et paix. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler la mission et vraiment quel est l'objectif de développement et paix? En quelques mots. D'accord. Développement et paix existe depuis un peu plus de 50 ans. Elle a été fondée par les évêques catholiques du Canada et comme une organisation laïque dont la mission est de faire de l'aide au développement international et de l'aide humanitaire auprès des populations dans les pays du Sud sur le principe d'égalité entre développement et paix et les partenaires au Sud, que nous allons les soutenir, mais ce sont eux qui décident quelles sont leurs priorités, quels sont leurs projets et comment on veut les exécuter. Donc, c'est vraiment d'égal à égal, un partenariat qui est basé sur le respect et l'écoute. Nous avons aussi un volet de plaidoyer, d'éducation populaire et de plaidoyer pour sensibiliser la population canadienne aux causes profondes de l'injustice sociale à travers le monde. Et cette éducation se traduit en étude de nos politiques canadiennes et en plaidoyer pour changer les politiques pour qu'elles soient plus justes au Canada et plus justes aussi pour les politiques à l'égard du monde des affaires mondiales. Donc, en somme, c'est la mission de développement et paix sur laquelle nous travaillons depuis plus de 50 ans. Merci beaucoup, Louise Plouffe. Gabrielle Dupuis, est-ce que tu peux nous dire en quoi Développement et Paix se distingue d'autres organisations similaires? Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécifique sur lequel tu peux mettre l'accent pour les gens qui nous écoutent, qui font un choix? Ils vont dire, oh, je vais plutôt choisir Développement et Paix. Vas-y, bon nom, Développement et Paix. Oui. Je dirais pour moi, vraiment, la distinction, c'est l'approche par partenariat. En fait, on travaille, contrairement à peut-être d'autres organisations, on n'envoie pas des employés dans un autre pays pour faire un bureau puis essayer d'organiser un projet, mais plutôt on travaille à partir de avec des organismes qui existent déjà dans ces pays-là ou des organismes qui veulent créer un projet et on donne du financement pour ces projets-là, mais aussi à long terme, on travaille avec eux ensuite sur l'élaboration du projet, sur la mise en place et ça devient vraiment une relation de partenariat. C'est une relation qui devient plus fort avec le temps ou qu'on travaille avec eux. Et donc,
c'est vraiment les gens qui sont le plus proches du problème, qui apportent les solutions au problème et on les soutient dans ces situations-là. Et je pense que ça donne, ça aide la durabilité de nos projets pour que ça soit vraiment des choses que la communauté se sent comme si c'est leur projet à eux, que c'est pas quelque chose qui vient de l'étranger, mais que c'est vraiment leur projet. Et puis c'est pour ça que c'est une des raisons, la raison principale pourquoi je bénévole avec Développement épais, c'est vraiment cet aspect-là, le partenariat et notre approche de comment on aide avec les gens de d'autres pays. Oh. OK. Louise, tu nous as dit tout à l'heure que Développement épais existe depuis 40 ans. Oh non, 50 ans. 50 ans. 50 ans, oui, 50 ans. Oui, 50 ans. Or, ce qu'on constate quand même, c'est que le monde, on se demande des fois s'il va mieux qu'il y a 50 ans de ça, là. Et est-ce que, quelque part, vous n'êtes pas préoccupé sur l'impact réel de Développement épais sur le terrain dans les pays du Sud? Est-ce que vraiment ça fait une différence? Si oui, comment? Sinon, comment? Sinon, comment vous vous sentez par rapport à cet aspect-là? Comment vous l'évaluez et au niveau des résultats sur le terrain dans les pays du Sud? D'accord. C'est difficile d'évaluer l'impact du travail de développement épais en regardant les manchettes des journaux, parce qu'évidemment, on va mettre l'accent sur les manchettes des journaux sur tout ce qui va mal, plutôt que sur tout ce qui va bien. Mais Développement épais, au cours des années, des décennies que Développement épais travaille, effectue avec les partenaires des changements structurels profonds dans le pays. Des projets, et les projets s'insèrent dans tout un programme de développement personnel et communautaire qui s'étend sur le temps, sur le long terme. Par exemple, l'éducation des jeunes, pour l'éducation aux droits, l'éducation aux droits des personnes, l'éducation à la démocratie, pour revendiquer leurs droits démocratiques, par exemple la République démocratique du Congo, les droits des femmes à l'égalité puis au traitement respectueux partout au pays. Ce ne sont pas des choses qui vont faire les manchettes, parce que ce sont petits, c'est pas des changements qui font une révolution instantanée, mais petit à petit, on solidifie la population à réclamer ses droits, à vivre en dignité, à prendre soin de leur milieu. Et à long terme, il y a des impacts directs. Et toutes les personnes avec qui Développement épais travaille sur le terrain attestent de l'efficacité de Développement épais à effectuer des changements dans leur communauté et à travers leur communauté, qui des bienfaits qui s'étendent à tout le monde. Et je sais aussi d'autres personnes qui ne sont pas dans Développement épais, que Développement épais est très respecté comme organisation internationale pour son efficacité, sa transparence, sa capacité de rejoindre les besoins des populations là où sont ces populations, ces communautés. Et voilà. Oui, merci beaucoup, Louise. Gabriel Dupuis, parle-nous un peu de l'implication des jeunes. Je sais qu'il y a un aspect intergénérationnel. Alors, dis-nous, comment les jeunes s'impliquent à Développement épais? Alors, les jeunes qui s'impliquent à Développement épais, puis d'habitude, quand on dit jeunes à Développement épais, on veut dire comme 16 ans à 35 ans. Alors, c'est quand même une pas mal grande tranche d'âge. Ils s'impliquent, il y en a qui entendent parler de ça dans leur paroisse et puis ils commencent à s'activer là. Il y en a d'autres qu'au secondaire, peut-être à travers des enseignants engagés ou des aumôniers dans les écoles catholiques, on essaie d'organiser des jeunes solidaires ou des activités avec Développement épais. Et donc là, ils commencent à apprendre à propos de l'organisme. Il y en a d'autres que c'est à l'université qui se font présenter cette idée-là où ils veulent
des jeunes qui sont intéressés justement par les enjeux internationaux, par la justice sociale. Et donc, ils trouvent développement et paix et commencent à s'activer. Et il y a des petits groupes et au travers du Canada, au Québec, dans les différentes universités. Je dirais que les jeunes trouvent développement et paix de vraiment différentes manières et c'est pas tout par l'Église nécessairement. Et puis, développement et paix, ce que je pense que ça les donne, c'est vraiment une façon de canaliser leur énergie, de vouloir créer du changement dans le monde, de vouloir faire quelque chose de concret pour améliorer la situation dans le monde. Et puis, mais même dans la structure de développement et paix, les jeunes peuvent prendre une grande place. Donc, moi-même, je suis encore dans cette catégorie-là, mais je suis aussi la présidente du conseil anglophone d'Ottawa. Donc, c'est pas parce que je suis jeune que je suis pas inclus dans cette structure-là, mais aussi, il y a aussi une structure jeunesse où les jeunes peuvent amener directement leurs enjeux, leur résolution, leur envie de voir l'organisation évoluer ou les directions qu'ils aimeraient voir l'organisation prendre, amener ça directement au Conseil national qui est comme le Conseil d'administration de développement et paix. Donc, ils ont quand même une voix, une place importante. Et puis, moi, j'aime pas du tout l'expression que la jeunesse, c'est le futur. C'est vraiment la jeunesse de développement et paix, c'est le présent de développement et paix. Parce que c'est nous qui continuons l'organisme, c'est nous qui continuons le travail qui doit être fait. Alors, c'est vraiment le présent, c'est pas juste le futur. Et puis, même présentement, il y a au-dessus de 500 jeunes qui sont en train de faire un jeûne solidaire qui est bilingue. Donc, il y a des francophones et des anglophones. Ils sont rassemblés sur Zoom avec plein d'activités. Et puis, je l'ai mentionné tantôt dans l'émission anglaise, mais vraiment, je trouve ça très impressionnant d'être avec un groupe de 500, au-dessus de 500 jeunes. Il y a des enseignants là-dedans, il y a d'autres membres, mais qui font des activités ensemble pour essayer de s'enrichir puis apprendre au sujet du monde, apprendre ensemble, prier ensemble et puis vraiment et en même temps demander à leurs amis, leur famille, à leur communauté de les supporter de manière financière puisque l'argent va à développement et paix. Alors, c'est le genre d'activité que les jeunes peuvent faire avec développement et paix. Très bien. Et Gabrielle, j'aime bien je profite du fait que tu as amené le slogan les jeunes, c'est pas l'avenir, et tu aimerais dire que les jeunes, c'est maintenant. Parce que ça me rappelle le slogan et le thème du mois de l'histoire des Noirs de cette année, le thème du fédéral, c'était l'avenir, c'est maintenant. Alors, voilà, parce qu'en fait, je crois que ça met l'accent sur le fait que c'est maintenant qu'il faut agir, hein, si on veut que l'avenir soit différent. Alors, j'aime bien que le parallèle, ça me permet de faire un parallèle ici. Et ça me donne l'occasion, hein, Louise, hein, de parler de l'aspect diversité qu'on a à développement et paix. Parce que vraiment, les populations que nous aidons, on peut dire, sont des populations qui vivent dans le sud, sont des populations d'autres communautés. Hein? On a des Africains, on a des Haïtiens, on a des Latino-Américains, des gens du Moyen-Orient, on a de l'Asie. Alors, parle-nous un peu de cet aspect diversité également dans l'implication ici au Canada. D'accord. Bon, tu soulèves la question de la diversité. Il faut souligner que développement et paix, les partenaires de développement et paix sont dans plus de 30 pays, de différentes ethnies, de différentes religions, de différentes cultures, et on ne distingue pas les gens chrétiens ou non chrétiens. Ce sont tous nos frères et nos sœurs qui ont besoin d'un coup de main pour se tenir debout et se relever. Et la justice sociale, c'est bon pour tout le monde. Mais cette diversité se traduit chez nous aussi dans le développement et paix. Plusieurs de nos membres actifs, engagés, sont des personnes issues de communautés d'autres pays qui sont venues au Canada et qui sont elles-mêmes très sensibles aux questions de justice sociale. Donc, plusieurs ont été elles-mêmes chassées ou persécutées dans leur propre pays et sont très sensibles aux causes de la justice sociale. Et nous sommes les bénéficiaires de leur intelligence, de leur expérience, de leur courage et de leur engagement. Au diocèse de Gatineau, par exemple, nous avons un Guatémaltèque, un Colombien, des Colombiens, des Guatémaltèques, des Burundais, et des Rwandais, et ainsi que
d'autres personnes issues de d'autres communautés qui nous enrichissent, qui nous instruisent, qui nous motivent et nous inspirent, parce que ce sont des personnes qui ont été engagées dans leur pays, qui amènent cet engagement, cette intelligence chez nous. Et nous sommes plus riches par cette diversité. Ah, j'ai oublié le Haïti. Tu en es un exemple. Et nous sommes tous plus riches en raison de cette diversité. Très bien, merci Louise. Gabriel, il y a, je veux dire, un peu avant la pandémie, il y avait une activité avec les autochtones. C'était à la parole du Sacré-Cœur. Et nous avons vécu ensemble cette expérience-là. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Parce que, parlant de diversité aussi, voyons le côté relation avec les autochtones. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, je pense que ça fait presque juste un peu plus qu'exactement un an. On a été chanceux de pouvoir organiser cette activité juste avant la pandémie. Cette activité-là était organisée avec un organisme qui s'appelle Cattery Native Ministry d'Ottawa. Ça, c'est une organisation de ministères autochtones. Donc, c'est des gens qui trouvent une façon d'intégrer la foi chrétienne avec les traditions, le côté traditionnel autochtone. Mais je pense au plus haut que ça aussi, pour beaucoup de membres de développement et paix, ça fait longtemps qu'on s'engage avec les communautés internationales. Il faut le dire que beaucoup de nos partenaires, c'est les communautés autochtones dans les pays, les communautés indigènes dans les pays où on sert. Donc, on travaille beaucoup dans l'Amazonie avec les communautés qui vivent dans l'Amazonie, qui sont indigènes là-bas, et dans plusieurs pays, au Guatemala, je pense aussi. Alors, on avait déjà cette habitude-là avec nos partenaires, mais beaucoup de membres ici au Canada ont commencé à réfléchir, est-ce qu'on doit aussi travailler sur renforcer les relations avec les communautés autochtones ici? Et on sait, au Canada, il y a beaucoup d'enjeux de justice qu'on doit encore adresser avec les communautés autochtones ici au Canada. Donc, on fait pas des projets ici au Canada, mais je pense qu'il y a un effort que, comme membre de développement et paix, on veut être éduqué sur ces affaires-là. On veut jouer notre part pour la réconciliation, pour être en bonne relation avec les peuples autochtones du Canada. Et pour ça, moi, je pense que surtout, ça prend premièrement beaucoup d'écoute et d'apprendre et de inviter les Autochtones à nous parler, à nous dire comment ils voient les choses, comment on doit comprendre la situation au lieu de venir avec nos idées en premier. Et on voit un peu comme, je pense qu'on peut un peu s'inspirer de l'idée de partenariat, comme faut vraiment écouter est-ce que les besoins primairement qui viennent directement de la communauté. Et ça, c'est ça qu'on avait fait en mois de mars l'année passée, c'est qu'on avait invité ce groupe-là à venir nous parler de leur vision de l'écologie, des traditions et aussi de ce quoi être en relation avec l'un l'autre. C'était un des sujets qu'on avait parlé. Et puis, en fait, ça finit par être aidant aussi puisqu'on avait le groupe anglophone, le groupe francophone d'Ottawa, mais aussi le groupe de Gatineau. Et je pense que ça a été très fort aussi entre nous de parler de relations et ce qui nous unit ensemble. Alors, c'est, je pense, un travail encore à ses débuts qu'on veut continuer, mais c'est vraiment un travail en réflexion et en relation. Et puis, ça se bâtit, mais c'est un peu différent que qu'est-ce qu'on fait dans le Sud, mais c'est tout aussi important d'être en bonne relation avec les communautés autochtones ici. Et peut-être on peut, puis là, je parle plutôt à mon nom, mais continuer d'utiliser notre membership ou notre voix pour travailler sur la justice ici au Canada et faire certain qu'on supporte les bonnes causes à ce niveau-là ici au Canada. Très bien. Merci beaucoup, Gabriel Dupuis. Alors, j'aimerais dire, il faut quand même que je révèle à nos amis auditeurs et téléspectateurs que si je suis autant sensible, ou je parais autant sensible à cette mission de développement et paix, je suis moi-même le président du Conseil diocésain développement et paix d'Ottawa francophone. Donc, ceux qui n'ont pas eu le temps de poser des questions, vous pouvez toujours me contacter par la suite et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et vous avez mes coordonnées qui passent au bas de l'écran. Aussi, au-delà de l'animateur de cette émission, il y a beaucoup d'autres choses que nous faisons.
Louise Plouffe, nous sommes dans un temps fort de développement et paix de l'année. Ok, c'est la campagne du carême. Alors, peux-tu nous en parler et peux-tu nous dire vraiment comment les gens peuvent participer à cette campagne? La campagne carême de partage, c'est le moment fort de développement et paix parce que c'est le moment où nous faisons notre levée de fonds auprès de la population canadienne pour soutenir les partenaires dans ce. Donc, c'est très important. Traditionnellement et toujours, nous le faisons à l'église, dans les paroisses, le 5e dimanche du carême. Mais maintenant, particulièrement en temps de pandémie, on met beaucoup d'emphase sur des dons en ligne, à développement et paix en ligne, www.devp.org, et ça nous amène immédiatement à la page pour faire des dons en ligne ou envoyer un chèque pour un don durant cette période. Le thème de la campagne, c'est partageons l'amour, tout simplement, soyons solidaires les uns avec les autres, avec nos frères et sœurs à travers le monde, dans l'esprit de l'encyclique du pape François, Fratelli Tutti, et dans l'esprit aussi de Saint François d'Assise, qui voyait les humains et toute la création en relation de fraternité. Et alors, je vous invite à faire un don en ligne, par téléphone, développement et paix, par chèque, développement et paix, en paroisse. Et si vous voulez aussi faire un don mensuel, comme je fais et bien d'autres font, ça permet à développement et paix d'avoir une rentrée d'argent régulière chaque mois de gens qui sont profondément engagés dans la cause. Et aussi, pour certaines personnes, c'est pourquoi pas, de faire un legs testamentaire, d'allouer un certain pourcentage, un certain montant de votre argent, de votre testament, à développement et paix, qui irait après votre mort. Je suis une de ces personnes, j'ai fait un legs testamentaire, donc à ma mort, dans pas trop tôt bientôt, pas trop tôt j'espère, j'aurai de l'argent, une somme substantielle qui ira à développement et paix. Alors je vous encourage de soutenir nos frères et sœurs à travers le monde, dans la solidarité, à la poursuite de la justice sociale, en faisant un don à développement. Merci, Louise Plouffe. Gabriel, dis-nous quand même, il faut quand même dire que c'est une initiative au départ des évêques canadiens. Alors, est-ce que tu peux, Gabriel, nous définir un peu la relation de développement et paix avec l'Église canadienne? Là, c'est la question tough pour la fin. Non, je pense que la vérité, c'est que c'est une relation qui est toujours à bâtir, qui évolue, qui est pas stagnante dans l'histoire. Présentement, on se retrouve un peu dans un temps, suite à certains événements dans les dernières années, les évêques du Canada ont voulu vraiment revenir dans une relation plus proche avec l'organisme. Donc, on a maintenant 4 évêques qui sont sur notre conseil national. Comme j'ai mentionné plus tôt, ça, c'est notre conseil d'administration. Je pense qu'un des buts, c'était d'avoir de la communication plus directe pour les évêques et l'organisme, pour avoir un travail plus proche sur vraiment les détails de l'organisation, parce on pourrait avoir une relation de loin où, OK, vous faites ça, nous autres, mais je pense que pour vraiment faire certain qu'il y a une harmonisation, qu'il y a un accord avec les activités, présentement, il y a une relation plus proche. Et en général, tous les diocèses du Canada contribuent d'une manière ou d'une autre à les campagnes de développement et paix. Et c'est sûr qu'une des choses qu'il faut toujours être conscient avec l'Église catholique, peut-être de l'extérieur, ça a l'air comme si tout le monde pense de la même manière, que c'est vraiment un monolithe, que tout le monde a la même vision, mais en réalité, il y a beaucoup de diversité dans l'Église catholique. Et ça va pareil pour les diocèses, ça va pareil pour les évêques, et ça va pareil pour les membres de développement et paix qui sont qui s'investissent de manière différente dans leur paroisse catholique. Alors, je pense que cette diversité-là est présente dans la relation au courant de l'histoire, mais aussi d'un coin du pays à l'autre. Donc, c'est une relation qui est là, qui est importante pour les membres, qui est importante
surtout quand on est dans un temps comme cela avec le carême partage, c'est lié directement à la liturgie de l'Église, à c'est quoi que les catholiques sont supposés de faire durant ce temps-ci, qui est jeûner, faire l'aumône, qui est donner l'argent à des bonnes causes et prier. Et puis donc, ça s'inscrit exactement dans notre spiritualité, dans notre vie de foi. Et c'est pour ça que ça a un lien fort avec l'Église aussi, parce que ça vient de notre foi, ça vient de les valeurs que on comprend de ce que Dieu veut de nous, de servir notre frère et sœur, d'aimer d'une manière si profonde qu'on est prêt à donner de nous-mêmes. C'est de là le cœur de la relation. Après ça, il y a tout plein d'autres choses qui rentrent là-dedans, mais vraiment, c'est parce que ça vient de notre foi et ça vient de cet appel-là de servir nos frères et sœurs que la relation avec l'Église est importante. Merci beaucoup, Gabrielle. Louise, on arrive tranquillement à la fin de cet entretien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'impact de la pandémie? Comment les gens peuvent continuer à participer? Tu as un peu, et tu en as un peu parlé, mais j'aimerais que tu élabores davantage, parce que les gens ne peuvent pas se déplacer nécessairement, aller dans les églises. Bon, c'est pas tout le monde qui peut y aller, c'est encore assez limité. Alors, quelles alternatives vraiment pour que les gens puissent quand même participer? Les gens peuvent participer à la campagne. Bon, ils peuvent aller d'abord sur le site web de Développement et Paix. Vous avez les informations qui paraissent et participer au webinaire ou voir les ressources qui sont disponibles pour connaître le travail de Développement et Paix et savoir qu'est-ce qu'on soutient quand on soutient. Et sur la page aussi, des informations pour faire des dons en ligne directement. Un numéro de téléphone si on veut, on préfère appeler Développement et Paix et faire un don par téléphone. L'adresse si on veut envoyer un chèque à Développement et Paix. Donc, ce sont les trois moyens les plus faciles. Si on veut s'engager davantage, on peut envoyer un message par Facebook, etc. à ses amis pour indiquer que nous soutenons Développement et Paix et encourager nos amis, nos parents de faire la même chose. Alors, il y a différents moyens de donner et différents moyens aussi de s'informer sur le travail de Développement et Paix durant cette campagne. Très bien, merci. Gabrielle, bon, ça va être le mot de conclusion, mais est-ce que tu peux nous dire deux mots pendant ton mot de conclusion sur l'expérience qui est en cours actuellement de Jeunes Solidaires? Tu peux même donner des coordonnées pour ceux qui veulent participer. Vas-y. Ouais, je sais pas si... En fait, si vous allez trouver la page Facebook de Développement et Paix en français et anglais, ils vont vous mettre les liens pour se rendre, rejoindre le Zoom. Il faut vous inscrire ou ils sont même en train de le streamer live sur Facebook. Alors, vous pouvez voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire sans rejoindre le Zoom. Vous pouvez voir les activités qu'ils sont en train de faire, les présentations. Et je voulais mentionner aussi même les webinaires qui sont déjà passés. Ils sont disponibles sur YouTube ou sur Facebook. Donc, même si vous les avez pas vus live, vous pouvez les regarder par après parce que c'est toujours, je pense, pertinent d'entendre directement de nos partenaires les enjeux et les histoires. Ça motive beaucoup. Et puis, ça nous rappelle pourquoi qu'on prend le temps de faire ce qu'on fait et pourquoi ça vaut la peine. Merci beaucoup, Gabrielle. Et est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots quand même cette expérience de Jeunes Solidaires? Les gens qui participent, qu'est-ce qu'ils vivent? Mais quand ils font un jeûne pendant 24 heures ou 25, ça dépend qui tu demandes, et puis ils vivent, ils apprennent ensemble, ils partagent ensemble, ils échangent, ils prient, et ça amène, plus que tu jeûnes aussi, ça amène toute l'expérience à un plus haut niveau de conscience. Puis, je pense que pour les jeunes, avoir une expérience commune, ça renforce vraiment que pour le futur, quand tu fais d'autres activités, tu te rappelles de cette expérience commune-là qu'on a vécue ensemble. Et oui, un jeûne de 24 heures, ça t'explique pas c'est quoi la famine ou des choses comme ça. Mais peut-être ça peut te mettre te toucher à un certain montant profondément sur c'est quoi cette expérience-là. Au moins te sentir physiquement en solidarité avec ces groupes-là. Donc, c'est un symbolisme de solidarité, mais ça peut t'amener à un niveau plus haut de cette conscience-là, au lieu de juste intellectuel, mais peut-être te toucher plus profondément dans ton cœur pour que ça devienne quelque chose encore plus grand dans ta vie. Donc, c'est vraiment une expérience
où tu vis pas juste avec ta tête ou ton esprit, mais aussi ton corps, puisque tu jeûnes. Alors, c'est à tous les niveaux. Très bien. Là, vraiment, le mot de conclusion, Louise, je crois qu'on est à la fin de notre entretien. Alors, qu'est-ce que tu aimerais, un dernier mot que tu aimerais partager avec notre public? Bon, mon dernier mot, c'est impliquez-vous, engagez-vous, informez-vous. Prenez conscience des enjeux, que les enjeux qui nous touchent aussi les personnes dans d'autres pays et dans les pays plus pauvres, et les enjeux les touchent encore plus profondément. Toi-même, Gabriel, ton dernier mot? Je vais juste, Louise l'a bien dit, je veux juste encourage et puis pour moi c'est ça, garder les yeux ouverts à ce qui se passe dans le monde et à la souffrance des autres et puis pas avoir peur de prendre l'action aussi. Merci beaucoup, Gabrielle Dupuis. Je rappelle que tu es présidente du Conseil diocésain Développement et Paix d'Ottawa anglophone. Et Louise, je rappelle que tu es présidente du Conseil diocésain Développement et Paix Gatineau. Donc, je vous remercie d'avoir passé cette heure avec nous. Donc, continuons le bon travail. Et en attendant de pouvoir se revoir en présentiel, parce que je rappelle que vraiment, et durant l'été, il y a un rassemblement qui se fait chaque année des membres pratiquement à l'échelle de la province et même nationale, qui est vraiment spécial. Hein. Donc, oh, et probablement qu'on va le vivre de façon virtuelle cette année, mais en tout cas, à un moment donné, on va pouvoir le vivre en présentiel à nouveau. Donc voilà, c'était tout ce qu'on avait pour aujourd'hui. Amis téléspectateurs, nous espérons que vous avez apprécié ce temps. Alors, nos invités, si vous voulez continuer à communiquer avec elles, appelez-moi et ça va pouvoir se faire. Au revoir et bonne fin de semaine. Moi, je vous rappelle que je suis également avec vous le lundi entre midi et 1h pour une autre émission qui s'appelle Une nouvelle Haïti. On parle des questions haïtiennes. Au revoir et restez en santé. Au revoir.